Un point donc sur les pronostics de la semaine. Un peu décevant en fonction du point de vue duquel on se place. Alors on s'en est pas trop mal sorti sur 15 matchs quand même. 11 points pour Alain, Raoul et toi. Et moi je suis juste derrière à 10 points. Ouais, ça va. Je salue d'ailleurs Eddie Jackson qui m'a tué dès le jeudi soir. Au niveau des totaux, donc je reste en tête avec 116. Je perçois à peine Raphaël derrière moi à 110. Attention, le col est long. C'est ça. Et alors, tu me croiras ou pas, Raoul et Alain sont derrière nous. Raoul à 108 et Alain qui ferme la marche à 104. Plus sérieusement, donc, on commence dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h20 pour les autres rencontres et on commence assez fort. Les Dallas Cowboys à 6 victoires, 5 défaites contre les New Orleans Saints à 10 victoires et 1 défaite. New Orleans toujours invaincu cette saison à l'extérieur. Dallas nouvellement leader de la NFC Est. On a entendu Marcus Lawrence évoquer le fait que l'attaque des Saints n'avait jamais affronté une défense aussi solide. Il est pour qui pour toi le plus gros test? Pour l'attaque de New Orleans ou pour la défense de Dallas? Pour la défense de Dallas, parce que l'attaque de New Orleans, moi j'ai du mal à croire qu'ils ne peuvent pas dérouler face à une très bonne défense. En plus, quand ils ont tapé les Ravens... Enfin, quand ils les ont tapés, ils ont battu Baltimore quand même cette saison. 2, 3, 4 points. Baltimore, c'est quand même un point, même avec l'extra point. Ouais, c'est vrai, exactement, d'un point. Baltimore a déjà une grosse défense et pourtant l'attaque des Saints avait réussi à marquer un certain nombre de points, à avancer. Donc, moi, je vois pas pourquoi, particulièrement les Saints, ils peuvent être mis en difficulté par la défense de Dallas. Mais pour moi, c'est pas vraiment un test, un révélateur pour les Saints. C'est vraiment, par contre, un révélateur pour l'attaque de Dallas, pour la défense de Dallas qui... sur une partie de ces matchs, bat la NFC Est, qui n'est pas une preuve incroyable en termes d'attaque, combattu des Titans, enfin des Raiders. Bon voilà, c'est pas non plus, moi je trouve qu'ils n'ont pas affronté de top attaque jusque-là cette saison. Donc, ils ont même perdu contre les Titans. Ils ont même perdu, tu vois, contre les Titans. On s'y perd avec leur fiche de 6-5. Non, mais après, voilà, c'est un match-up vraiment intéressant, comme tu le dis. C'est un beau match du jeudi soir parce qu'on a une équipe de Dallas qui commence à trouver un certain rythme en attaque, qui en défense, et là, ce qui est intéressant aussi, est 4e contre la course. Donc, ils ont de quoi peut-être embêter Kamara, Ingram, mettre un peu plus de pression sur Drew Brees. En tout cas, j'ai hâte de voir le duel Lawrence-Crawford du côté de Dallas contre la ligne offensive des Saints, voir ce qu'ils peuvent faire contre cette ligne offensive-là. Donc, c'est un beau match-up, quoi. Ouais, alors un autre super match-up forcément, c'est Ezekiel Elliott, running back le plus productif de la ligue actuellement, contre le meilleur run-stop de la ligue statistiquement. Donc là, a priori... Je m'avance un peu, mais peut-être que le côté, on dira, qui prend l'avantage sur l'autre aura un impact assez conséquent sur le résultat final. Et puis l'autre chose que j'ai pas précisé d'emblée, c'est que ça va être important dans les semaines à venir. Si les Saints s'imposent du côté de Dallas, ils sont officiellement qualifiés pour les playoffs. Donc voilà, il y a peut-être moyen de s'aménager une fin de saison régulière un petit peu plus tranquille pour les joueurs de Sean Payton. Ton pronostic? Je vais sur les Saints parce que la dynamique de 10 victoires pour le moment fait que j'ai quand même plus tendance à aller vers les Saints sur ce match-là. New Orleans pour moi aussi. Coup d'envoi dimanche à 19h, les Atlanta Falcons à 4 victoires et 7 défaites contre les Baltimore Ravens à 6 victoires et 5 défaites. Jamais 203 pour Lamar Jackson, de nouveau titulaire. Alors est-ce qu'après Cincinnati et Oakland, il peut faire mal à ce run-stop des Falcons? Il peut faire mal. Tu viens d'en parler, le run-stop des Falcons qui en termes de yards accordés par portée est 30e de la ligue. Ils sont à quasiment 5 yards accordés par portée. Donc Baltimore va enchaîné au sol avec Gus Edwards et Lamar Jackson quelques portées, même si c'est peut-être pas ce qui va faire le plus. Quelques portées, tu penses? Quelques-unes, ouais. Donc effectivement, ils ont les moyens de mettre en difficulté au sol les Falcons, de laisser Matt Ryan sur le banc adverse se reposer, manger le chrono, et de toute manière, je pense que c'est le plan de jeu de Baltimore. Et à ce jeu-là, ils peuvent en sortir vainqueurs, ouais. C'est sûr. Alors les Falcons en attaque, ils ont le quarterback et le receveur le plus prolifique de la ligue à l'heure actuelle avec Ryan et Jones. Par contre, ils restent sur une moyenne de 17 points sur les 3 derniers matchs en attaque. Donc il va peut-être falloir travailler un petit peu ce réalisme du côté de Steve Sarkisian. Après une phase où ça allait mieux, c'est assez... C'est un petit peu régressé. Donc à travailler contre la défense des Ravens, ça va pas être gagné. Un petit pronostic? Je pars sur Baltimore. Je pense que, et on en a pas trop parlé, mais leur pass rush, à mon avis, peut faire mal à la ligne offensive des Falcons. Et plus le jeu au sol, Baltimore.
C'est sûr. J'y vais avec Baltimore également. Je vais La pas me faire tradition. piéger maintenant. Bah oui, ça serait trop bête. Les Cincinnati Bengals à 5 victoires, 6 défaites contre les Denver Broncos à 5 victoires, 6 défaites. La grosse actu cette semaine du côté de Cincinnati, c'est la fin de saison prématurée pour Andy Dalton, blessé au pouce. Du coup, c'est le jeune Jeff Driscoll qui va prendre la suite. Est-ce que tu le penses capable de sortir Cincinnati de ce marasme ambiant ? 3 défaites de suite pour les Bengals. Non, c'est un marasme bien trop... Enfin, qui va au-delà du poste de quarterback. La défense, c'est incapable d'arrêter qui que ce soit. L'attaque patine sans AJ Green, alors peut-être qu'il va revenir, mais bon, à mon sens, ça patine des deux côtés du ballon, du côté de Cincinnati. Il rencontre en plus une équipe de Denver qui, elle, pour le coup, est sur une bonne dynamique, vient de taper successivement Chargers et Steelers, qui ne sont pas des équipes anodines quand même dans cette saison dans la ligue. Le jeu au sol de Denver, à mon avis, va rouler sur les Bengals. Donc le pauvre Driscoll ne pourra pas faire grand-chose, à mon avis. Quoi. Ouais, en tout cas, le timing n'est pas super parce qu'en l'occurrence, AJ Green revient de blessure, lui qui était touché à l'orteil depuis quelques semaines. Et t'en parlais un peu, Denver, équipe à suivre dans la course au playoff quand même. Bah oui. Après Cincinnati, ils ont San Francisco, Cleveland et Oakland au calendrier. Ça peut faire 9-6 s'ils gèrent leur truc pas trop mal. Gère bien, ouais, ça peut, comme tu dis. Avant un dernier final contre les Chargers à surveiller. Denver pour toi donc sur ce match ? Ouais, Denver. Denver pour moi aussi. Les Detroit Lions à 4 victoires, 7 défaites contre les Los Angeles Rams à 10 victoires et 1 défaite. Comme pour les Saints, les Rams peuvent obtenir leur qualification avec une victoire. Est-ce que le supplice de Matt Stafford va continuer ? Aaron Donald reste sur 2 matchs avec au moins 2 sacs. Série à suivre ? Série sûrement à suivre. On l'a vu, la ligne offensive de Stafford qui est en difficulté depuis plusieurs semaines. Un Aaron Donald qui sort de bye week, de repos. En plus. Qui aura sûrement envie de se relancer un peu dans les jambes. Ouais, ça me paraît être un match très très compliqué pour Détroit, même si on sait que Détroit est capable de faire des bonnes choses par moment. Mais là, on l'a dit, ils ont battu New England, Green Bay et j'ai plus la troisième équipe à domicile. Ouais, donc effectivement des bons résultats, mais là... Les Rams qui sortent de bye week, moi ça me paraît être un stade encore un peu au-dessus. Donc je vais y aller avec Los Angeles et effectivement j'ai un peu peur pour Matt Stafford. Ouais, Carolina qu'ils avaient battu à domicile. Le ratio turnover dont tu parlais tout à l'heure, perte de balles provoquées et concédées, Détroit est à -6, Los Angeles à +11. Voilà. Il y a une petite tendance qui a l'air de se dessiner. Et puis à suivre la réaction de Todd Gurley qui contre Kansas City a réalisé son premier match sans le moindre touchdown, que ce soit à la course ou à la réception. Il sera peut-être énervé le monsieur dans la course. Beaucoup trop de gens du côté de Los Angeles qui ont envie de faire quelque chose. C'est un peu ça, ouais. Il y a un mauvais karma, j'ai l'impression, autour des Lions. Donc ton pronostic, les Rams. Ouais, les Rams pour moi également. Les Green Bay Packers à 4 victoires, 6 défaites et 1 nul contre les Arizona Cardinals à 2 victoires et 9 défaites. 2 des meilleurs pass rush de la ligue qui s'affrontent. 73 sacs en cumulé pour les deux équipes. Green Bay invaincu à domicile. Est-ce que c'est le match de la relance pour les Packers face à une victime expiatoire, on peut dire, après 2 défaites de suite pour les joueurs de Mike McCarthy ? Oui, ça peut y ressembler parce que l'attaque des Cardinals, même si ça va un poil mieux depuis qu'il y a Byron Leftwich en coordinateur offensif, c'est quand même encore très faible, globalement faible, à l'image de Josh Rosen. Ils vont prendre une grosse défense des Packers qui, elle, est dans le rythme depuis quelques semaines. Donc, même si l'attaque des Packers reste un peu dilettante, elle devrait faire suffisamment le taf. Donc, c'est pour ça qu'à mon avis, c'est un peu un faux match de relance et qu'ils vont aller chercher la victoire. Mais derrière, l'enseignement que tu tires d'une victoire face aux Cardinals à la maison... énormément, ouais. Je ne suis pas persuadé que Mike McCarthy sauve sa peau sur ce match-là. Donc, j'y vais sur Green Bay, mais bon. Ouais, Green Bay pour moi aussi. Alors, juste pour l'anecdote, alors, ça contredit pas forcément ce que tu disais. Josh Rosen reste sur 6 matchs avec au moins un TD. Donc, après, il y a beaucoup de garbage time ou ce genre de choses. Puis bon. On va dire qu'il se met un peu en jambe, mais à l'heure ça reste actuelle, enchaîner 6 matchs avec un touchdown pour un quarterback, c'est pas non plus... C'est pas faux. Le truc... Il a tué ma stat. Merci Raphaël. Enfin, je regardais tout à l'heure avec les 20 quarterbacks cette saison qui ont plus de 90 en rating. Bon. Oui, c'est vrai que les défenses ont été assez généreuses. C'était Thanksgiving avant l'heure. Les Houston Texans à 8 victoires, 3 défaites contre les Cleveland Browns à 4 victoires, 6 défaites et 1 nul. On a vu que la O-line des Browns allait mieux. Est-ce qu'elle va pouvoir tenir le choc contre ce gros front 7 de Houston ? Gros front 7 dont le danger peut venir de Watt, Mercilus, Clooney. Ça vient d'un peu partout. Moi, je suis un peu pas dubitatif, non pas jusque-là, mais inquiet sur la capacité quand même de la ligne offensive des Browns à tenir sur ce match. Les Browns restent sur 2 victoires consécutives, mais là, je pense que la marche face à une équipe des Texans qui, moi, à titre personnel, me surprend, je ne les voyais pas à ce niveau-là,
qui eux sont sur une dynamique de 8 victoires. Je pense que l'effet fin de Hugh Jackson va peut-être commencer à se faire ressentir, enfin à finir pour le coup, et je vois Baker Mayfield en bonne difficulté face à cette défense des Texans quand même. Ouais, donc Houston pour tous les deux. T'en parlais quand même, l'attaque de Houston qui va beaucoup mieux à l'image des 100 yards cumulés pour Lamar Miller sur les 2 derniers matchs. Et puis les 2 touchdowns notamment de Demaryius Thomas face à Tennessee. Donc ça roule plutôt pas mal en attaque du côté de Houston. Les Jacksonville Jaguars à 3 victoires et 8 défaites contre les Indianapolis Colts à 6 victoires et 5 défaites. Ça roule moins bien offensivement du côté de Jacksonville. Semaine un peu agitée, changement de coordinateur offensif. Blake Bortles benché au profit de Cody Kessler. Leonard Fournette qui sera suspendu malgré son appel suite au coup de poing qu'il a asséné à un défenseur de Buffalo. Qu'est-ce qui peut rendre les fans de Jacksonville optimistes avant de jouer une équipe d'Indianapolis qui reste sur 5 victoires de suite? Sur le papier, j'aurais eu envie de te dire que la défense des Jaguars a les talents pour quand même embêter Andrew Luck. Et en plus, une équipe des Colts qui sortent d'un match très moyen face aux Dolphins. Ils s'en sortent quand même à la dernière minute. Oui, ils ont été menés pendant un petit moment. Ils ont été menés tout jusqu'au milieu du 4e quart-temps, quasiment, ils sont menés. Donc sur le papier, ils pourraient embêter. Maintenant, ça a l'air d'être tellement compliqué à Jacksonville. Tout a l'air d'aller dans le mauvais sens que je les vois pas aller prendre ce match face aux Colts qui, eux, sont sur une bonne dynamique malgré un match en dilettante la semaine dernière. Et coup de grâce, c'est que Jalen Ramsey est incertain pour ce match. Donc si en plus il est forfait, là je pense que vous pouvez miser sur les Colts, a priori les yeux fermés. En tout cas, pour rappeler à quel point ça va vite en NFL, faut bien rappeler cette stat. Les Colts sont la meilleure protection de passe avec les Saints de la ligue. Et les Jaguars ont le 5e plus mauvais pass rush. Donc en comparaison avec l'année dernière, c'était quand même assez hallucinant. Fou, Tous les deux les Colts, j'imagine. Ouais. Tous les deux les Colts. Miami Dolphins à 5 victoires et 6 défaites contre les Buffalo Bills à 4 victoires et 7 défaites. Le favori est-il celui qu'on croit? Miami reste sur 2 défaites, Buffalo sur 2 victoires, dont une plutôt convaincante contre les Jaguars. Miami qui a un petit avantage au niveau des turnovers. Qui a tes faveurs sur ce match? Je dirais les Dolphins, mais alors pour le coup, c'est parce qu'ils jouent à la maison et peut-être quand même que Ryan Tannehill est capable pour le moment d'aller un peu plus loin en termes d'attaque que Josh Allen qui se montre pour le moment quand même très... je vais dire timide pour être gentil. Mais il apporte un peu de danger avec ses courses, mais globalement à la passe, il est quasiment en dessous de 50% de passes complétées. Ça reste, à part une ou deux bombes par-ci par-là. Le meilleur espoir finalement des Bills, c'est leur défense. Une défense qui irait vraiment casser du Ryan Tannehill, qui crée des turnovers. C'est joli bandit. Non, mais pour le coup, tu vois, le match aurait eu lieu à la maison, je serais peut-être allé sur les Bills. Là, Miami, je vais partir sur Miami, mais bon. LeSean McCoy, quand même, contre le run-stop de Miami, ça te rassure pas encore plus que ça? Non, pas spécialement. Je cherche pas à t'influencer. Non, franchement, pas plus que ça. Cette saison de McCoy est quand même très compliquée. Je pense qu'on va avoir un match accroché. Je vais sur les Dolphins, mais ça pourrait tomber sur les Bills sans que ça me surprenne plus que ça. Dolphins pour moi également. Alors juste pour signaler, Danny Amendola incertain du côté de Miami, donc dans une attaque qui était déjà pas extraordinaire, sera à surveiller. Et puis petite mention de Robert Foster du côté de Buffalo, qui est devenu la cible prioritaire de Josh Allen et des Bills en règle générale. 100 yards de moyenne sur les 2 derniers matchs et un touchdown contre Jacksonville. Lui qui était notamment coaché par Brian Daboll à Alabama. On a l'air d'avoir trouvé un nouveau go-to guy du côté de Buffalo. Donc en tout cas Miami pour tous les deux. Les New York Giants à 3 victoires et 8 défaites contre les Chicago Bears à 8 victoires et 3 défaites. Toujours pas de Mitch Trubisky du côté de Chicago, toujours blessé à l'épaule. Du coup, le vétéran Chase Daniel reprend du service comme quarterback. Bonne ou mauvaise nouvelle pour les Giants? Ni l'une ni l'autre, j'ai envie de te dire. Non, mais parce que Chase Daniel a fait un match correct contre les Lions la semaine passée. La défense des Giants ne représente pas plus de danger que ça, que celle des Lions. Ça me semble, elle n'est pas meilleure, donc je ne vois pas pourquoi elle mettrait plus en danger Chase Daniel, notamment au niveau du pass rush. Face à une bonne ligne offensive des Bears, t'es un mauvais pass rush des Giants, donc en plus il devrait avoir le temps de lancer dans un fauteuil, l'ami Chase. Donc non. Dans un fauteuil, Chase, c'est pas mal quand même. D'accord. Ouais, okay. Je n'osais pas le faire, mais bon, c'est pas grave. Non, c'est pas une bonne nouvelle particulièrement pour les Giants. De toute façon, si New York veut emporter ce match, ils vont devoir le faire offensivement avec Saquon Barkley. Bon. C'est ça. Et Odell Beckham, quoi. Voilà. Et résister au pass rush des Bears. Bon.
Bon, Chicago pour tous les Ouais, deux. Chicago, ouais. Ouais, et alors tu fais bien de vanter la défense. Alors on en parlait un petit peu mardi dans le podcast, mais Eddie Jackson qui reste notamment sur 2 matchs de suite avec des pick six, ça arrive pas tous les jours non plus. Donc, Sachant qu'Eli Manning est capable de lancer 2-3 ouais, belles passes. il en perd pas énormément, mais il est capable. Voilà, on sait que c'est son donc, petit péché mignon, donc à surveiller en tout cas Chicago pour tous les deux. Et puis les derniers matchs de 19h, donc Tampa Bay Buccaneers 4 victoires, 7 défaites contre les Carolina Panthers, 6 victoires, 5 défaites. 3 défaites de suite pour les Panthers qui doivent se relancer dans l'optique des playoffs. Alors mardi, Alain et Raoul parlaient notamment du niveau poussif du backfield défensif de Carolina. C'est vrai. Est-ce que offensivement, on n'a pas également un North Turner qui devient un poil plus prévisible? Ce qui est un peu étonnant parce que jusqu'à ces 3 derniers matchs, on trouvait plutôt qu'il avait un bon effet sur Cam Newton et que même McCaffrey en profitait, enfin que l'attaque allait dans le bon sens. C'est vrai que depuis 2-3 matchs, c'est un peu plus compliqué. Après, là, la défense des Buccaneers offre l'occasion idéale pour se relancer offensivement, réajuster un peu tout ce qu'il faut. Donc moi, je vais y aller sur Carolina et en disant en partant du principe que c'était peut-être une mauvaise passe du côté des Panthers, ça arrive. Ouais, on rappelle que Devin Funchess c'est toujours un petit peu il est touché. Bon, il n'avait pas un impact monstrueux du côté des Panthers depuis son arrivée, mais ça restait quand même une option assez crédible. Et là, cette année, c'est un peu plus décevant. Carolina pour moi également, juste pour info. Mike Evans, on le précisait, 1000 yards lors de ses 5 premières saisons. Il reste sur 2 matchs à plus de 100 yards. Et son plus mauvais match de la saison, c'était à Carolina avec 16 petits yards. Donc il y aura peut-être une petite revanche à prendre. Surtout que Dante Jackson, le cornerback de Carolina, est incertain. Donc il y a peut-être également ce paramètre-là à surveiller du côté des Buccaneers. Coup d'envoi dimanche à 22h05, les Oakland Raiders à 2 victoires et 9 défaites contre les Kansas City Chiefs à 9 victoires et 2 défaites. Les Chiefs de nouveau sur le pont après une bye week et à l'extérieur ça se passe souvent bien pour les joueurs d'Andy Reid. 39 points de moyenne contre 33 inscrits dans l'Arrowhead Stadium. Est-ce qu'on doit s'attendre à une promenade de santé du côté de la Californie? Oui, je pense qu'on va avoir le droit à une promenade de santé. Beaucoup trop de talent en attaque côté Chiefs par rapport au peu de talent qu'il y a côté défense d'Oakland et des Raiders. Je vois vraiment pas par quelle voie Oakland l'emporte dans ce match, quoi. Des équipes spéciales, les retours de coups de pied. De trouver. Il en faut beaucoup de retours de coups de pied pour. En tout cas, la grosse nouvelle du côté de Kansas City, c'est aussi le retour sur les terrains d'entraînement d'Eric Berry, absent depuis quasiment un an, touché au tendon d'Achille. Alors, pas sûr qu'il sera opérationnel à 100% pour ce match-là. C'est pas une mauvaise nouvelle pour Jared Cook, qui est le meilleur joueur offensif d'Oakland cette année. Vrai. Et qui pourrait éventuellement profiter de son absence pour se distinguer dans les airs du côté des Raiders. Kansas City pour toi, Kansas City pour moi également. À 22h05 également, les Tennessee Titans à 5 victoires et 6 défaites contre les New York Jets à 3 victoires et 8 défaites. Tennessee qui reste sur 2 lourdes défaites face à des adversaires de division. La défense doit notamment retrouver son niveau. Ça tombe bien, face à eux on a des Jets un peu fragiles au poste de quarterback. Sam Darnold qui est parti pour être forfait. Josh McCown touché au pouce. C'est une victoire impérative pour les joueurs de Mike Vrabel? Ouais, victoire impérative. S'ils veulent encore croire aux playoffs, ça ferait vraiment tâche de perdre là face aux Jets. Dans le calendrier, c'est une victoire qu'ils doivent aller chercher. En plus des Jets, tu le dis, qui ont des problèmes en attaque, mais aussi en défense. Ça fait 5 matchs qu'ils n'ont pas créé le moindre turnover en défense. Donc, s'ils n'arrivent pas à profiter de ça, derrière, la saison est foutue. C'est sûr. J'y vais avec Tennessee également. Alors, juste petite question. Est-ce que tu sais, si Josh McCown venait à se blesser, ce qu'on ne souhaite pas bien entendu aux fans des Jets, qui est le quarterback remplaçant du côté de New York? Mon Dieu, qui c'est qu'ils ont? Alors, tu connais en plus. Si je te dis Davis Webb. Dis donc, tout à fait. Davis ancien, Webb. 3e tour, je crois. Ex-futur héritier de Eli Manning des Giants. Donc, je ne sais pas quel souvenir t'en avais gardé. Il y a des lancers un peu bizarres. En dehors du camp d'entraînement, j'avoue que j'ai jamais rien vu de lui particulièrement. Donc, En tout cas, on pourra voir éventuellement si McCown n'est pas suffisamment en au niveau de son doigt. On pourrait éventuellement avoir Davis Webb lancé dans le grand bain. Et New York regrette. C'est ça peut être ça. Et puis bien sûr également Marcus Mariota en grande forme depuis la bye week des Titans, 78% de complétion à la passe. Donc voilà, des bonnes bases pour le quarterback des Titans. Coup d'envoi dimanche à 22h25, les New England Patriots à 8 victoires et 3 défaites contre les Minnesota Vikings à 6 victoires, 4 défaites et 1 nul. Alors je vais le dire tout de suite, ça aurait pu être un match de la semaine, une affiche, mais comme on a évoqué Minnesota la semaine dernière contre Green Bay, on a préféré changer au niveau des équipes. On va avoir la défense de fer de Minnesota contre le rouleau compresseur offensif de New England. Au passage, Tom Brady qui est devenu le leader de yards à la passe dans l'histoire de la Ligue, saison régulière et playoff confondus devant Peyton Manning.
Parce qu'il y a Drew Brees, mais c'était uniquement pour la saison régulière. Est-ce que les Vikings ont les moyens de stopper cette attaque de New England ? Je pense que ouais. Ils ont une défense qui est capable de mettre la pression sur Tom Brady, sur une ligne offensive des Patriots qui n'a pas toujours été très bonne cette saison, enfin qui alterne le bon et le moins bon. Même on l'a vu, un Tom Brady qui reste correct, mais qui peut être un peu sloppy sur certains matchs, pas trop. C'est fait par Raoul Leroy, petite dédicace, qui peut trouver un peu être mis en difficulté par ce pass rush, etc. Moi, je vois bien les Vikings avoir des armes défensivement et puis offensivement avoir aussi des armes pour répondre à la défense des Patriots, qui est un gros problème pour mettre le quarterback adverse au sol. Et quand tu sais que le gros problème offensivement cette saison des Vikings ont été la capacité à protéger Kirk Cousins, pour une fois, ils sont sur un match-up où ils ne sont pas forcément perdants. S'ils arrivent à bien protéger Cousins, sans défense à un peu limiter Brady, ils peuvent aller faire un hold-up à Boston. Et en plus, eux, pour le coup, ont vraiment besoin de cette victoire. Parce qu'à 6-4-1, en bilan, je trouve que les Vikings ont plus besoin de la victoire que les Patriots, pour le coup. C'est sûr. Et facteur clé quand même, peut-être à surveiller le jeu au sol. On sait que du côté de Minnesota, c'est régulier. Et Sonny Mitchell devrait jouer. Éventuellement, peut-être lui donner un peu de portée justement pour retirer cette pression à Brady. Ce qui sera sans doute fait. Pour information, New England s'est invaincu depuis le début de la saison à Foxborough. Et Kirk Cousins, je parlais du pourcentage de complétion de Marcus Mariota. Depuis le début de la saison, Cousins, c'est 71% de complétion à la passe. C'est le 3e meilleur quarterback dans ce domaine-là, derrière Drew Brees et Matt Ryan. Donc, bonne saison en l'occurrence, première bonne saison à Minnesota. Clairement. Le seul petit X, c'est la blessure au genou de Stephon Diggs qui pourrait manquer ce match du côté de New England, donc à surveiller en l'occurrence. Patriots ou Vikings ? Patriots quand même à Boston, mais Patriots. Alors on va dire que c'est parce que je le mets après toi, mais franchement j'ai hésité aussi. Et j'ai dit pareil, j'ai dit franchement je vais pas prendre trop de risques, je vais miser sur New England dans l'occurrence. Les Seattle Seahawks à 6 victoires et 5 défaites contre les San Francisco 49ers à 2 victoires et 9 défaites. Seattle qui a le vent dans le dos après ses victoires contre Green Bay et Carolina. Il reste sur 8 victoires de suite d'ailleurs contre San Francisco. Est-ce que ça ferait pas tâche de ne pas enchaîner un 9e succès ? Ah si, ça ferait un peu tâche. Ça serait vraiment un match perdu bêtement dans la course à la wildcard en NFC. Là, on connaît la recette. Ils vont courir contre les 49ers. Ça va pas mal marteler au sol, parce que San Francisco, au sol, ils sont pas mal. Les deux équipes, c'est 140 yards de moyenne. Les deux vont faire pareil, mais l'avantage des Seahawks, c'est qu'ils ont en plus Russell Wilson pour alterner. Alors, sans faire injure à Nick Mullens, mais bon... Je pense que est-ce que Russell Wilson est vraiment meilleur que Nick Mullens ? Va-t-on oser poser la question ? Non, mais du coup, Seattle. En plus, à la maison. Ouais, Seattle pour moi également. On en profite d'ailleurs pour souhaiter un bon anniversaire à Russell Wilson qui souhaite ses 30 ans. Comme quoi, il continue de copier sur Matthew Stafford, incroyable. Et juste signaler l'événement important de ce match, c'est le tout premier retour de Richard Sherman du côté de Seattle sous un autre maillot. Lui qui a donc rejoint San Francisco cette année pour un succès un peu mitigé, même si je pense que il revenait d'une belle blessure aussi. C'est ça. Donc Seattle pour moi également en l'occurrence. Coup d'envoi dans la nuit de dimanche à lundi, on en a parlé tout à l'heure à 2h20 du matin, les Pittsburgh Steelers contre les Los Angeles Chargers, et le Monday Night donc dans la nuit de lundi à mardi, coup d'envoi à 2h15. Il est beau celui-là. Les Philadelphia Eagles à 5 victoires et 6 défaites contre les Washington Redskins à 6 victoires et 5 défaites. Pas de Jordan Hicks a priori côté Philadelphie, mais pas mal de cornerbacks de retour à l'entraînement. Est-ce que ça peut suffire pour gêner un Colt McCoy en difficulté du côté de Dallas ? Ça peut suffire. Je pense que la clé pour les Eagles, ça va surtout être leur capacité à bloquer le jeu au sol des Redskins. On l'a vu qui est la vraie force d'attaque de Washington. S'ils bloquent Adrian Peterson et compagnie, derrière, je pense que leur cornerback de retour devrait suffire pour bloquer finalement le peu de cibles qu'il y a quand même de grand niveau. C'est Maurice Harris, un peu la star du côté de Washington. Voilà, ça en dit beaucoup. Ça en dit beaucoup. Donc la dynamique pour moi est côté Eagles, mais j'ai commencé par ça, je me suis mis en note, ça peut être très moche. C'est fort possible. Voilà. Mais en tout cas, la NFCS, c'est quand même magique, parce que les Eagles étaient menés par les Giants la semaine dernière et auraient pu se retrouver qu'au-dernier de la NFCS. Et là, s'ils s'imposent et que Dallas perd contre New Orleans, ce qui n'est pas totalement farfelu, ils se retrouveraient co-leader de la NFCS. Donc voilà. C'est vraiment une division absolument magique. Eagles ou Washington pour toi ? J'y vais avec les Eagles également. À surveiller peut-être encore une fois le ratio perte de balles. On en est à -8 pour Philadelphie et +9 pour Washington. Donc il faudra limiter les erreurs pour Colt McCoy et compter sur la défense. En parlant de ça, juste au passage, est-ce que tu as un avis sur cette signature de Robin Foster du côté de Washington qui,
n'est pas autorisé à jouer tant qu'on n'a pas clarifié son implication, on dira, dans l'altercation qu'il a eue la semaine dernière avec une demoiselle en l'occurrence. Je trouve ça un peu tragique de la part des Redskins, surtout que c'est pas le premier signal d'alerte autour de Foster. C'est pas la première fois qu'il est Et surtout, je trouve, ça c'est mon avis personnel, mais je trouve que c'est pas le poste sur lequel ils avaient le plus de besoin. En l'occurrence, Ramon Foster et c'est pas Ramon d'ailleurs, c'est Mason Foster. Ruben Foster. J'ai oublié son nom. Mason Foster. Ah ouais. Mason Foster et Zach Brown. Ramon Foster, c'est le lineman des Steelers. Je m'embrouille à chaque fois. Donc oui, Foster et Brown font le boulot quand même depuis le début de la saison, donc ça me paraît un petit peu étonnant, mais ça véhicule des mauvaises idées en l'occurrence au sein de la ligue. On peut pas dire que le proprio des Redskins soit globalement le plus inspiré en termes de mouvement. Manifestement.